Elle a besoin que je l'emmène chez le médecin. Ok, je passe mon permis de conduire dans la semaine. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais encore en conduite accompagnée à ce moment-là. J'ai souvenir d'avoir fait des tours et des tours sur mon futur lieu d'examen alors qu'elle était à moitié évanouie à côté. Mais parce que comme ça, ensuite, je pouvais l'emmener en toute sécurité à ses rendez-vous. C'était nécessaire, donc je l'ai fait. Aider, s'entraider. Le podcast qui donne la parole aux aidants. Les aidants représentent en France plus de 9 millions de personnes. Ce sont des hommes et des femmes qui soutiennent quotidiennement un proche en perte d'autonomie, en situation de handicap ou de maladie. Aider, s'entraider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Audencia. Elora a 23 ans, elle est étudiante. Il y a 4 ans, elle a été aidante à plein temps de sa mère victime d'un accident du travail. Un rôle dont elle s'est emparée spontanément parce que la situation l'imposait. En 2019, alors que je finissais ma prépa, ma mère a eu un accident professionnel. Et quand je suis rentrée de mon tour de France des oraux d'école de commerce, j'ai réalisé que c'était pas juste « maman a un peu mal à l'oreille », c'était maman ne peut pas manger seule, ne peut pas marcher seule, ne peut encore moins conduire. Donc pendant les 3 mois d'été où j'ai été au domicile familial, je l'ai aidée dans tout. Elle s'est pris à peu près 120 décibels dans l'oreille. Ce que ça a eu comme conséquence pour elle, c'est un équilibre quasiment absent. Aussi beaucoup d'impact sur sa compréhension du monde, j'ai envie de dire, par tout ce qui est audition. Donc beaucoup de confusion sur les différentes paroles. Par exemple, je pouvais lui dire que le lendemain, j'allais l'amener chez le médecin et elle me demandait pourquoi est-ce que je voulais acheter du pain. Donc ma mère est déjà sourde à la base. Elle avait, on va dire, 30% d'audition en moins à cause d'un dommage au nerf. Là, elle a perdu encore beaucoup. Moi, j'ai l'habitude, je l'ai jamais connue 100% entendante, donc j'articule, je la regarde et elle sait lire sur mes lèvres. C'est comme ça qu'elle comprend, pas parce qu'elle m'entend. Donc pendant toute cette période-là, c'était absolument essentiel que je vienne avec elle pour ses rendez-vous chez le médecin, parce qu'elle n'arrivait pas à les comprendre. Donc le médecin lui parlait en la regardant, elle regardait le médecin, et ensuite elle se tournait vers moi, avec vraiment un air perdu. C'était assez frappant pour moi, et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé que j'étais son interface avec le monde. Il a fallu réagir très vite, parce que mon père bossait à plein temps, ma mère était en arrêt de travail, et moi j'étais à la maison, donc j'ai aidé, simplement. Comme mon père était assez occupé, je crois qu'il avait un appel d'offres assez important, probablement pour la défense, quelque chose comme ça. Il n'y a pas vraiment eu de discussion sur mon rôle d'aidante. C'était plus des fois des conversations, on va dire, sur le côté pratique des choses. C'est, voilà, tel jour, on a tel rendez-vous, donc tu as besoin de telle voiture. C'est ce genre de choses. Alors il y a ce rendez-vous qui s'est passé, du coup il faut aller à la pharmacie récupérer tel médicament, il faut booker tel autre rendez-vous avec tel spécialiste. Et puis voilà, c'était est-ce que tu as besoin de la carte bleue pour aller faire les courses, ce genre de choses. Mais il n'y a pas eu de est-ce que tu veux le faire, est-ce que tu peux le faire, ou est-ce que tu veux de l'aide. On a un peu bypass cette étape-là. Honnêtement, ça aurait été peut-être bénéfique qu'on en discute, mais moi ça m'allait. Ça m'a paru simplement normal. C'est quand il y en a un dans la famille qui a des soucis de santé, et on prend soin de la personne, c'est tout. Je sais que ma mère était mal à l'aise avec cette inversion des rôles. Le fait que je prenne soin d'elle comme une maman,
Voilà, parce que c'est la nourrir, c'est l'aider à s'habiller, la doucher, l'emmener à ses rendez-vous médicaux comme elle pouvait m'amener quand j'étais petite à mes activités extrascolaires. Et on en a rediscuté a posteriori, mais c'était pas quelque chose qu'on aurait pu éviter, c'était simplement nécessaire. Il y avait un vrai besoin, une urgence, j'ai envie de dire une urgence vitale. Donc on ne s'est pas vraiment posé la question, j'étais en mesure d'aider, j'ai aidé, tout simplement. Je suis quelqu'un qui aime prendre soin des autres déjà, j'ai envie de dire, naturellement. Mais là, moi, j'étais contente d'être là pour elle, ça me rassurait aussi. Je me suis tellement focalisée sur la santé de ma mère que j'ai volontairement pas pris le temps de process tout un tas de choses émotionnellement. Et je n'avais pas trop non plus, vis-à-vis d'elle en tout cas, je me donnais pas licence de montrer mon inquiétude, parce qu'elle était déjà suffisamment inquiète, elle avait besoin de quelqu'un pour la rassurer et pas de quelqu'un à rassurer, elle n'était pas en mesure de le faire. C'était du coup préparer tous les repas, j'ai envie de dire assurer toute la logistique d'une maison, c'est faire les repas, la vaisselle, les courses, le ménage, assurer tous les déplacements, donc généralement en voiture puisque déjà dans mon village il n'y a pas de transport en commun et dans les transports en commun qu'on aurait pu utiliser, avec son accident ma mère a développé une hypersensibilité au bruit. C'était j'ai envie de dire traduire le langage des médecins aussi. Voilà, comme elle n'avait pas d'équilibre, c'était aussi l'aider à se doucher, à s'habiller. Parce que même assise, elle pouvait tomber. À l'époque où ça commençait à aller un petit peu mieux, donc en fin d'été, j'ai commencé à porter des chignons bas. Parce que comme ça lui donnait un point de repère. Par exemple, quand on était dans les escaliers, elle se mettait une main sur la rampe, l'autre main que je gardais sur mon épaule. Et elle suivait du coup les mouvements de mon corps pour descendre les marches. Et elle regardait le chignon pour avoir un point d'ancrage stable. Donc voilà, c'était plein de petites choses comme ça. Et qui, au final, ont fait la différence. Puisque je passais, j'ai envie de dire 95% du temps avec ma mère, du coup je voyais pas mes amis de lycée, je voyais pas mon copain de l'époque, je cherchais pas non plus à faire des activités en plus, quoi. Il s'agissait pas d'aller courir le matin ou de me dire tiens, je sais pas, un atelier poterie qui m'intéresserait. Non, c'était une occupation à 100% du temps et qui me prenait également 100% de ma concentration, de mon énergie et de mon attention. Je me suis quand même, mine de rien, isolée de mon cercle social pour consacrer plus de temps au cercle familial. Donc il n'y avait pas de on va boire un café avec les copains ou on va pique-niquer au bord du lac. Il n'y a pas le temps pour autre chose. Et le soir, je suis crevée. Il y avait trop de choses à gérer au quotidien et des choses à anticiper en vue de mon entrée en école de commerce que je n'avais pas le temps pour autre chose. Et cette lassitude m'a suivie pendant tout le premier semestre en école. Et j'avais cette inquiétude au quotidien de comment est-ce que ça se passe ? Est-ce qu'elle s'en sort ? Est-ce qu'elle a réussi à, redescendre les escaliers de la maison toute seule ? À ce moment-là, l'emploi du temps de mon père au niveau boulot s'est relâché. Donc il a en quelque sorte repris le flambeau, il a pris la relève, mais j'étais pas sereine. J'avais un peu l'impression d'abandonner ma mère, sa situation. J'avais vraiment l'impression de faire un abandon de poste. Voilà, elle avait encore besoin de moi et moi je disais ciao. Je suis rentrée pas aussi souvent que ce que je voudrais. Parce que l'école étant à Nantes, le domicile familial à Toulouse, les connexions sont extrêmement longues.
C'est plus de 7 heures en train. Donc rentrer sur un week-end, c'est pas vraiment faisable. Cette distance-là qui était forcée était vraiment pas facile à gérer. Et dans le même temps, l'état de santé de ma mère s'améliorait. J'ai continué à aider, j'ai envie de dire, plus ponctuellement. Même encore aujourd'hui, quand elle a des rendez-vous chez l'audioprothésiste, elle s'arrange pour caler ça quand je suis là. C'est comme ça, elle est sûre qu'elle comprend bien tout. Je dirais que je garderai toujours une certaine inquiétude par rapport à sa santé au sens général. C'est plus quelque chose qui m'inquiète au quotidien. Je vais continuer à prendre des nouvelles et effectivement, moi aussi, ça me rassure d'être là pour ces rendez-vous médicaux quand je peux. Donc je continue à aider sur cette partie-là. Ça reste une inquiétude, mais je dirais pas que c'est une charge maintenant. Rebecca Billy est coordinatrice de la Pause Brindille, une association lyonnaise qui œuvre pour la reconnaissance et le soutien des jeunes aidants de 7 à 25 ans, confrontés à la maladie, le handicap ou l'addiction d'un proche. Un sujet qui concerne de nombreux jeunes, pourtant assez invisibles dans la société. Les dernières études, notamment menées par Aurélien Tassé et Géraldine Dorard, parlent de 4 jeunes en moyenne par classe de lycée. Donc ça concerne énormément de jeunes. Et les professionnels connaissent des jeunes concernés et sont souvent sans solution pour ces jeunes. Et avec beaucoup d'inquiétude pour ces jeunes. Mais ils ont pas mis le terme jeune aidant sur les situations qu'ils accompagnent. C'est un sujet qui n'est pas connu. Les professionnels de soins n'en entendent pas parler. La société civile ne le connaît pas. C'est pas médiatisé. Et les jeunes qui sont des aidants ne se reconnaissent pas comme des aidants parce que le terme n'est pas forcément adapté à toute la diversité des situations, parce que ça peut créer une forme de distance avec la relation, ou parce que les jeunes vont minimiser leur rôle et vont se dire mais je suis pas vraiment un aidant, je fais ce que je peux, mais finalement voilà, un aidant c'est pas ça pour moi. Donc la définition qu'on a facilement en tête ne correspond pas à ce que les jeunes pensent. Et puis, c'est des sujets qui sont très tabous, très difficiles à aborder pour les jeunes, et donc ils vont aussi assez peu parler de ce sujet-là. Donc, c'est difficile de les identifier et qu'ils s'auto-identifient. Donc, il y a une vraie question autour de la sensibilisation sur cette thématique. L'enjeu, c'est que c'est une population à risque. Ils peuvent avoir beaucoup de difficultés du fait de cette situation. Que ce soit des difficultés sur leur vie personnelle, sur leur santé physique et mentale, sur leur vie scolaire, sur leur insertion dans la vie professionnelle. Et il y a donc besoin de les identifier pour pouvoir les accompagner. Un jeune aidant, c'est un jeune, c'est un enfant, un ado, un adulte en construction. Et donc, il y a aussi cette dynamique de construction personnelle, de recherche de soi, de recherche de construction de soi qui rentre en jeu dans l'aidance. Alors qu'un adulte aidant, c'est une personne qui a déjà en soi construit son univers, ses passions, sa personne, même si ça a énormément d'impact. C'est moins une personne en construction qu'un jeune qui doit déjà batailler avec qui il est, ou qui elle est, qu'est-ce qu'il a envie de faire dans sa vie, comment gérer tous les enjeux de sa vie personnelle qui est en devenir, et qui intègre en plus une dimension d'aide. Donc ça va bouleverser des identités qui sont mobiles encore, énormément mobiles. Et ça va créer du coup des adultes différents. Il n'y a pas de portrait type de jeunes. Nous, on est transpathologique, donc on va avoir par exemple des jeunes qui sont des frères et sœurs, donc d'un enfant en situation de handicap, par exemple d'un enfant qui est autiste sévère, et qui vont l'accompagner dans les gestes du quotidien, donc le laver, le changer, lui donner à manger, l'occuper. Donc voilà, donc ils vont prendre très souvent le relais des parents, ou qui vont s'occuper de leur frère ou de leur sœur quand le parent n'est pas là. Mais on a aussi des jeunes qui vont accompagner un parent qui a une maladie, et donc ils vont là plutôt faire ce qu'on appelle du soutien moral, donc ils sont moins dans l'accompagnement physique et médical, mais plus dans le soutien moral de la personne ou des membres de la famille, et qui vont aussi apporter une aide logistique. Par exemple, voilà des jeunes qui ont une maman qui fait une lourde dépression, qui vont du coup gérer toute la logistique du foyer, faire les courses, faire le ménage, faire les lessives, s'occuper des frères et des petits frères, des petites sœurs, etc. On a aussi des jeunes qui accompagnent un amoureux qui a un trouble psychiatrique, ou qui vient qui est diagnostiqué d'une maladie lourde, qui vont l'accompagner dans ses rendez-vous médicaux, toujours apporter du soutien moral.
et potentiellement être amené à faire des gestes de soins. Donc il n'y a pas de définition type, de portrait type d'une vie classique d'un jeune aidant avec les jeunes qu'on accompagne au quotidien. Et ce qu'on identifie, nous, en tant qu'association qui accompagnons ces jeunes quotidiennement, c'est le besoin avant tout d'être en lien. Donc de sortir de l'isolement, de sortir de la situation qui sont seuls, de rencontrer d'autres jeunes comme eux, d'échanger avec d'autres jeunes qui vivent la même vie qu'eux, pour se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls et pour avoir des espaces collectifs, une communauté qui les soutient, qui les accompagne. Donc, on a ce premier besoin, sortir de l'isolement, rencontrer des jeunes comme moi et échanger avec eux. On a aussi un besoin pour les plus grands de parler, d'exprimer, de verbaliser leurs difficultés, leurs émotions, de trouver de l'aide pour certains, donc d'être relayé par exemple, ou d'être accompagné pour que l'école comprenne la charge qui est la leur et puisse aménager leur emploi du temps ou pour pouvoir être aidé dans les papiers. Être considéré aussi, être reconnu, être considéré pour leur rôle, pour leurs difficultés, pour leur engagement, que ce soit par leurs professeurs, par les professionnels, par la société, et être consulté aussi pour la création des solutions qui leur sont proposées. Donc ne pas faire sans eux les activités qu'on leur propose finalement. Les impacts de l'aidance chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes sont nombreux. Isolement, problèmes de santé physique et mentale, voire harcèlement, mais également des aspects plus positifs tels que l'empathie, la capacité à s'adapter ou à s'autonomiser. On peut observer différents types d'impacts, mais les premiers impacts, c'est plutôt sur la vie sociale. C'est des jeunes qui vont être assez isolés, qui vont s'isoler, qui vont avoir moins de temps pour développer des amitiés ou qui vont se sentir en décalage, donc vont avoir moins d'espace pour créer des amitiés et être bien entourés. L'isolement principalement. C'est des jeunes qui vont aussi avoir des problématiques sur leur santé physique et mentale. Donc ça va être par exemple des douleurs pour ceux qui vont avoir de l'aide médicale et physique à apporter à leurs proches. Des douleurs au dos, aux bras, aux muscles, aux jambes. Et puis, c'est des jeunes qui vont avoir des problématiques de santé mentale, comme je le disais. Donc, ça, on l'observe beaucoup, nous, sur le terrain. Des périodes de dépression, des développements de troubles anxieux, des difficultés à s'endormir, des difficultés à se construire, à savoir ses propres besoins à soi. Donc, voilà, à revenir à soi, à prendre soin de soi, à prendre soin de sa propre santé. C'est des jeunes qui vont être vraiment tournés vers l'autre et vont s'oublier aussi dans la relation à l'autre. Ensuite, on a tout un ensemble d'impacts sur la vie scolaire et ou professionnelle pour les jeunes qui entrent dans la vie professionnelle, que ce soit par exemple des jeunes qui vont être en retard à l'école, qui vont être absents, qui vont voir leurs notes baisser parce qu'ils sont moins concentrés, parce qu'ils ont moins de temps pour faire les devoirs, parce qu'ils peuvent être moins là à l'école, et qui potentiellement seront décrocheurs, ou des jeunes qui vont être harcelés à l'école aussi. Il y a des études qui ont été faites au Royaume-Uni sur le nombre de jeunes aidants harcelés du fait de leur situation et qui sont assez alarmantes. C'est 26% selon une étude anglaise. Et ça, nous, on l'observe aussi parmi les jeunes qu'on accompagne. Et puis, pour les jeunes qui entrent dans la vie professionnelle, c'est des plus grosses difficultés pour décrocher un premier emploi ou pour oser partir faire des études loin dans une ville qui est plus éloignée de sa famille, qui vont être aussi plus absents à leur premier emploi, donc avoir du mal à le garder. Et qui vont aussi s'orienter vers certaines carrières. Par exemple, les carrières du médico-social, puisque l'aide, c'est quelque chose qu'ils connaissent très bien, dans lequel ils se sentent bien à l'aise et valorisés. Ils vont aussi s'orienter vers des métiers comme psychologue, assistante sociale, aide à domicile. Et c'est des jeunes qui potentiellement vont faire des burn-out très précoces du fait d'avoir donné une place à l'aide si importante dans leur vie personnelle et professionnelle. Il y a aussi bien sûr des impacts et des conséquences positives, et ça, ils sont nombreux à nous en faire part. Donc à être fiers aussi du soutien qu'ils apportent, du rôle qu'ils jouent, de la maturité que ça leur a fait gagner plus rapidement que les autres, de l'autonomie qu'ils ont gagnée, de la résilience dont ils font preuve, du changement que ça apporte dans leur vision du monde, dans leur vision des fragilités, des vulnérabilités des autres. Voilà, donc il y a aussi tout un ensemble de conséquences positives qu'ils mettent en avant. Aider, s'entraider, un podcast proposé par Malakoff Humanis en partenariat avec Audencia. Retrouvez d'autres épisodes sur les plateformes de podcast.